Donc voilà, on donne une œuvre à la discussion. Alors en effet, oui, sur la colonialité, et c'est vrai qu'on m'attendait presque à ce qu'on parle moins de race et de racisme que ce qui a été fait dans ce colloque. Finalement, c'est quelque chose qui ne se fait pas, qui se fait pas si souvent avec Foucault. Et mon travail porte justement surtout sur les intersections et peut-être le problème d'un manque de pensée de l'Empire et de la colonialité pour ce thème de la race qui est tout de même assez présent chez Foucault. Et je vais commencer par évoquer un débat dans le champ des études postcoloniales autour de l'utilisation de Foucault, qui m'a semblé assez proche en fait, de l'intention du colloque que vous m'avez présenté. Donc c'est un débat qui a été initié par un auteur qui s'appelle Ranadir Samadar, et qui expliquait que les auteurs évoluant dans le champ des études postcoloniales et postcoloniales faisait souvent référence au Foucault de la gouvernementalité au détriment d'un Foucault plus récent, d'un Foucault de la discipline, dont la mobilisation serait plus marginale. Et Samadar commentait particulièrement avec quelqu'un qui s'appelle Partha Chatterjee, qui est une figure assez influente du champ des études postcoloniales. Quelqu'un qui, cherchant à identifier les formes de rationalité du gouvernement postcolonial, en particulier du gouvernement indien, montrer que ce gouvernement s'appuyait sur une logique de gouvernementalité libérale et sur cette technologie de gestion de la population qu'on a un petit peu évoquée aujourd'hui. Et il suggérait aussi de penser le Chatterjee, de penser les modes de résistance opposés par les populations subalternes à partir de ce concept de gouvernementalité lui-même, en expliquant que jusque dans le contexte de coercition la plus rude, allant jusqu'à la privation des droits formels eux-mêmes, le gouvernement a loué aux gouvernés subalternes un espace d'agentivité, d'agency, afin que ceux-ci puissent développer leurs propres moyens de subsistance, leur propre stratégie de survie. Et l'allocation de cette marge de manœuvre, qui forme un trait déterminant de l'organisation politique étatique, avait des implications sur les modes de résistance subalterne pensés par Chatterjee, puisque ces résistances émergeaient au sein de l'exercice du gouvernement, non pas de son dehors, que ces résistances étaient une négociation, compromis, lutte, qui mêlait l'égalité, semi-légalité et illégalité, investissant un lieu que Chatterjee a désigné comme société politique opposée à la société civile, donc toujours dans une influence foucauldienne, société civile serait, elle, vide de toute perspective émancipatrice pour les subalternes. Sauf que, en fait, donc, dans ce débat, Samadar se demandait si la mobilisation de la gouvernementalité comme outil conceptuel permettait de bien rendre compte de la violence des rapports sociaux qui structuraient les contextes postcoloniaux analysés par Chatterjee. Et dans ce débat, on voit se dessiner une concurrence entre deux paradigmes foucauldiens qui sont pensés comme concurrents irréconciliables, puisque Samadar reprochait explicitement à Chatterjee d'avoir recours au modèle de la gouvernementalité plutôt qu'au modèle de la guerre. Et donc accusé cette thèse d'investissement du modèle de la gouvernementalité, d'être incapable de rendre compte, voire peut-être pire, de négliger délibérément cette violence des rapports sociaux assimilée à un état de guerre. Il disait, nous vivons un présent extrêmement conflictuel, violent et belliqueux, un présent qui ressemble à s'y méprendre à une guerre sociale ouverte. Et donc ce serait, selon Samadar, pour cette insuffisance critique, que Chatterjee ne serait pas accepté, reconnu par ce qu'il appelle l'intelligentsia radicale indienne. Et donc, pour comprendre ce qui manque en fait dans la thèse de Chatterjee, la question se pose donc d'un retour à un Foucault plus précoce. Et est-ce que finalement les limites de Chatterjee, reprochées par Samadar, ne sont pas celles de Foucault lui-même, qui par exemple évacuerait un peu vite la question de la dimension de la souveraineté dans son étude du pouvoir, ou plutôt qu'il la situerait uniformément à l'arrière-plan, alors que peut-être que le problème de la souveraineté demeurait d'une importance plus grande pour penser les rapports coloniaux et post-coloniaux que pour penser les problèmes métropolitains, abstraits de leur contexte colonial, qui ont occupé Foucault. Personnellement, moi, je resserre le problème et je le traite de manière différente, même si la question de la pertinence du concept de souveraineté pour penser les rapports entre des États qui ne seraient pas sur le même plan de domination, qui seraient dans une relation asymétrique de pouvoir, est intéressant. Mais personnellement, ce qui m'intéresse plus ici, c'est en fait dans cette concurrence entre les deux modèles, comment est-ce que le biopouvoir est un pont finalement entre les deux modèles, il est présent dans les deux mais de manière différente,
Et pourquoi particulièrement lorsqu'on en parle chez Foucault, celui-ci est souvent mis en équation avec la biopolitique et laisse dans l'ombre l'anatomopolitique. Souvent on n'évoque qu'une seule branche du biopouvoir. Est-ce qu'il y a des éléments à aller chercher dans l'anatomopolitique pour penser la colonialité? Ou est-ce que, et ça je vais le développer tout à l'heure, est-ce que l'oubli de la colonialité chez Foucault est-il au contraire trop dommageable à la pensée du biopouvoir pour faire quelque chose avec ces outils conceptuels? Donc c'était l'un des points d'entrée possibles, je pense qu'il y en a d'autres d'ailleurs, vers la question posée par ce colloque. Faut-il remettre en jeu l'analyse du pouvoir pour comprendre l'impensé colonial chez Foucault? Je vais commencer mon exposé par discuter cette impensée. Puis, je vais essayer de montrer, donc sans aller jusqu'à reconsidérer le concept de souveraineté, parce que ça serait un autre sujet, que la compréhension de la sexualité comme une distinction raciale, en fait, permet de réintroduire dans les technologies libérales une forme de violence binaire qui fait un lien peut-être intéressant avec le modèle de la guerre. Et j'évoquerai ensuite pour finir la façon dont l'impensée coloniale, ce que j'appelle l'absence impériale chez Foucault, est dommageable à la pensée de la sexualité et de la race, et comment Foucault est reconfiguré en fait, quand on le lit dans les colonies, dans les post-colonies. Donc pour commencer, de quelle impensée coloniale s'agit-il, et dans quelle mesure peut-on parler d'absence impériale dans les écrits de Foucault? Ce serait un paradoxe, cette absence impériale, c'est d'exister dans la mesure où les mouvements anticoloniaux durant la période où habitait Foucault étaient particulièrement importants et qu'il a été proche de ces mouvements, par exemple, quand il vivait en Tunisie. Et d'ailleurs, Robert Young a consacré tout un chapitre de son introduction aux études postcoloniales à Foucault, qui s'appelle Foucault in Tunisia. Donc ce serait un paradoxe de taille qui poserait la question, à l'instar de son analyse de l'absence d'analyse des régimes totalitaires, de l'applicabilité de Foucault à des contextes politiques dont il a pourtant été proche, de violence extrême, notamment d'ailleurs du génocide colonisateur. Il emploie une seule fois en fait l'expression de génocide colonisateur, et il le fait en fait avec presque nonchalance, véritablement au coup de vent, en évoquant à peine en fait le rôle de la colonisation dans le développement du racisme, dans la généalogie du racisme qu'il développe. C'est une phrase lapidaire qu'on a, mais c'est dans ces cours qu'on évoquait. Le racisme va se développer primo avec la colonisation, c'est-à-dire avec le génocide colonisateur. Et c'est tout. Et c'est à mon avis problématique, ce qu'on verra après. Mais le problème supplémentaire par rapport à l'analyse du totalitarisme vient aussi du fait que les régimes de pouvoir analysés par Foucault étaient dépendants d'une politique et d'une économie coloniale, ce qui laisse à penser que son analyse est tronquée. Et ce serait un paradoxe également si on considère l'influence de Foucault sur les études coloniales et postcoloniales, parce que selon quelqu'un qui a beaucoup pensé et analysé l'influence de Foucault sur ce champ d'études-là, je pense à Stoller, c'est le cadre analytique qui est le plus influent pour ce champ d'études-là. Mais souvent, en fait, ce qu'on remarque, c'est que ce sont les idées générales, disons, un cadre théorique parfois assez flou de Foucault qui est utilisé, alors que le contenu historique de son analyse n'est simplement pas concerné, il n'est pas mis à l'épreuve, ni vérifié, ni non plus infirmé par l'investissement de son cadre théorique, du cadre théorique qu'il a développé dans le champ des études coloniales et postcoloniales. De manière générale, pourtant, si on regarde le contenu historique de ces écrits, on remarque qu'ils sont construits sur un écart entre l'attention portée à la temporalisation, à l'historicisation, et à la spatialisation. Alors que Foucault adopte une démarche historienne qui a certes été critiquée par les historiens, qui demeure, il y a du moins un essai, qui est donc attentive à l'identification de périodes, de ruptures et de discontinuité temporelle. Il n'apporte pas le même soin, et même loin de là, à situer spatialement les contenus historiques qu'il discute. Alors même qu'il utilise d'ailleurs assez abondamment des métaphores spatiales. Et la conséquence de cette inattention, pour moi, est assez simple, c'est qu'elle amène Foucault presque à produire une théorie indifférenciée de la modernité. C'est un entretien qui date, on trouve dans les billets écrits, qui date de 1976, qui a été publié dans Hérodote, intitulé « Question à Michel Foucault sur la géographie ». Et on lui reproche quelque chose d'assez proche. Si la géographie n'est pas visible, n'est pas saisie dans le champ que vous explorez, où vous pratiquez vos fouilles,
C'est peut-être lié à la démarche délibérément historique ou archéologique qui privilégie en fait le facteur temps. On peut relever ainsi un souci rigoureux de périodisation qui contraste avec le flou, la relative indétermination de vos localisations. Vos espaces de référence sont indistinctement la chrétienté, le monde occidental, l'Europe du Nord, la France, sans que ces espaces de référence soient vraiment justifiés ou même précisés. Vous écrivez que chaque périodisation découpe dans l'histoire un certain niveau d'événements et, inversement, chaque couche d'événements appelle sa proche périodisation puisque, selon le niveau qu'on choisit, on devra délimiter des périodisations différentes et que, selon la périodisation qu'on se donne, on atteindra des niveaux différents. On accède ainsi à la méthodologie de la discontinuité à propos de l'espace et des échelles spatiales. Vous privilégiez de fait le facteur temps au risque de délimitation de spatialisation nébuleuse nomade, spatialisation incertaine qui contraste avec le souci de découper les tranches des périodes des âges. Et Foucault va accepter cette critique en se justifiant un petit peu à demi-mot. Et ça va donner un échange qui est à la fois révélateur et à mon sens en dessous de la réalité. Parce que d'un côté, la négligence de l'espace est rendue évidente, presque assumée, mais d'un autre côté, la question pourrait être bien plus critique, puisqu'il ne s'agit pas seulement de négliger un espace plat, mais d'un espace qui est rendu crucial par ses reliefs, justement par les turbulences qui le traversent. Donc en d'autres termes, le problème n'est pas seulement celui de la géographie, mais plutôt de la géopolitique, et particulièrement parmi la géopolitique, le relief, la question de la colonialité. Et donc en ce sens, la réponse de Foucault, qu'on peut trouver dans Hérodote, esquive une grande partie du problème. Et c'est une chose de reconnaître qu'il faudrait préciser le champ d'un processus donné, c'en est une autre d'envisager que la négligence du spatial et de la colonialité puisse remettre en cause, reconfigurer, reformuler des analyses historiques, pas simplement les restreindre à un champ, mais les transformer. Donc cette mise à l'épreuve, on a vu pour les textes de Foucault, pourrait sans doute porter sur la totalité de son œuvre. Mais donc, comme je l'ai annoncé, pour ce qui me concerne, je l'ai circonscrit à un champ beaucoup plus partiel et plus modeste, dans la lignée de maintenant pas mal de travaux qui ont commencé à voir le jour à partir du milieu des années 90. Donc je cherche à comprendre ce que fait l'impensée coloniale aux analyses foucaldiennes de la sexualité et du libéralisme. C'est un choix donc de la sexualité et du libéralisme qui ne relève pas du hasard. Je l'ai fait parce que je pense que Foucault y fait intervenir, comme nulle part ailleurs, le thème de la race. Et que l'impensée coloniale est particulièrement dommageable au traitement du thème de la race. Alors c'est un sujet à part entière, l'explication de la race dans la pensée de la sexualité et du libéralisme, qui mériterait un traitement beaucoup plus long. Ici, je vais devoir être assez brève pour essayer de me concentrer sur la question de la colonialité. Elle est parfois explicite, la race, mais souvent sous-jacente en fait dans les textes dédiés à la sexualité. Ce que je trouve intéressant donc, par rapport à ce qu'on a pu dire aujourd'hui, c'est que ces textes-là permettent de ne pas résumer la race et le racisme à un envers du pouvoir, ou justement à l'état politique, mais de voir l'aspect positif du racisme et de voir comment il est exprimé dans l'anatomie politique et dans la biopolitique. Et pour cela, il faut prendre évidemment en compte le contexte biographique et éditorial du premier volume de l'histoire de la sexualité. Pour cet objectif de lecture, je pense que c'est particulièrement important. Et le problème, c'est que c'est précisément des écrits sur le libéralisme que la volonté de savoir est souvent isolée, en fait. Elle a été énormément lue, commentée et utilisée pour notamment des théories de critique du genre et de la sexualité, mais qui sont totalement isolées de ce moment géographique, intellectuel de publication. Et souvent, elles vont se situer d'ailleurs à la suite d'un événement éditorial pour l'étude de Foucault des disciplines, donc après surveiller et punir, sans le comprendre donc, en relation avec les cours plutôt qui étaient donnés au même moment. Souvent, il faut en avoir les moyens d'ailleurs, parce que l'édition et la publication et la traduction aussi, vu que ça venait souvent d'auteurs anglo-saxons, c'est une sur la sexualité. Mais justement, si on regarde l'examen de la succession des problèmes qui occupent Foucault dans la deuxième moitié des années 70, on voit apparaître un rapport tout de même étroit entre ses publications et ses cours, et ce qui permet peut-être d'ailleurs en retour de relire ces textes sur le libéralisme, ou du moins de compléter leur lecture. Donc comme vous l'avez dit, 67 c'est une année d'extinction, avec un séminaire particulièrement, vous disiez tournant, ça me paraît assez juste, où il va y avoir un passage d'un volet à un autre de l'analyse du pouvoir.
Et ce passage, même s'il est sensible aussi dans la volonté de savoir, est vraiment marqué avec le plus de clarté dans ce cours donné au Collège de France, donc il faut défendre la société. Parce que schématiquement, en fait, dans l'enchaînement des cours, on a 72, 73, la société primitive, le pouvoir psychiatrique l'année suivante, puis les anormaux qui tournent tous autour de la question des disciplines. Et ensuite, donc, il y a 78, autoritaire et territoire population, 78-79, naissance de la biopolitique, puis la première partie du cours de 79-80, le gouvernement de l'Union, qui vont traiter les thèmes conjoints du biopouvoir et de la gouvernementalité. Et ce cours de 76 qui articule ces deux phases théoriques, avec en ouverture un retour de Foucault sur quelques éléments de l'analyse du pouvoir disciplinaire, et à la fin du cours, la première mention du terme de biopouvoir. En fait, la généalogie du biopouvoir, ce passage d'un pouvoir souverain, de droit de mort, un pouvoir sur la vie, comme on a beaucoup dit, le conduira dans les années immédiatement suivantes, comme on voit, à explorer la notion de gouvernementalité, qui en est, comme je le disais, uniquement la seconde branche, avec la branche disciplinaire. Et en fait, c'est vrai que Foucault ne parle de biopouvoir quasiment qu'à partir du moment où il esquisse la seconde branche, et va ensuite presque délaisser le concept, qui est un outil d'articulation des deux branches, pour ne s'occuper plus que de cette seconde branche biopolitique. Et pourtant, c'est précisément, à mon avis, parce qu'il permet de tenir ensemble ces deux analyses du pouvoir que le moment du biopouvoir est particulièrement intéressant chez Foucault. Donc, concrètement, c'est une forme bidimensionnelle qui inclut la dimension de la discipline et la dimension de la régulation. Le pôle disciplinaire est qualifié d'anatomo-politique du corps humain, qui est centré sur le corps machine, qui peut être surveillé, travaillé, sanctionné, discipliné. Et le pôle régulateur est celui d'une biopolitique de la population, centrée sur le corps espèce, appuyé sur le développement d'une science statistique comme science d'État, comme instrument de mesure massive de l'espèce humaine, s'intéressant aux phénomènes biologiques du vivant dans la population, qui est soumise à des interventions et à des contrôles de régulation. Et ce qui m'a intéressé, c'est que c'est le thème de la sexualité, qui est donc la volonté de savoir, qui permet prioritairement d'asseoir cette grande articulation théorique entre discipline et régulation. C'est ce que dit Foucault, que je cite ici. En fait, donc, la discipline et la régulation de population, leur articulation ne se fera pas au niveau d'un discours spéculatif, mais dans la forme d'agencements concrets qui constitueront la grande technologie de pouvoir au XIXe siècle. Le dispositif de sexualité sera l'un d'entre eux, et l'un des plus importants. Donc voilà, la sexualité est décisive dans l'avancement des technologies libérales de pouvoir. Mais malgré l'insistance finale dans cette présentation du dispositif de sexualité comme une articulation de deux orientations de pouvoir, l'investissement de la volonté de savoir, comme je le disais, prioritairement dans des études et des critiques de l'identité sexuelle et ou de l'identité de genre, a conduit à exploiter préférentiellement l'orientation individualisante de la discipline, en passant sous silence l'orientation régulatrice spécifiante entre guillemets de la biopolitique. Et à mon avis, cette déconnexion est peut-être à comprendre en miroir de ce qui est regretté par Samada dans l'utilisation du Foucault de la gouvernementalité, au détriment du Foucault des disciplines. La sexualité est en fait le mouvement clé pour parvenir à combler cet écart et mieux utiliser peut-être les deux périodes. Donc cette première concordance, disons, entre libéralisme et sexualité, montrer que la sexualité fait partie de la technologie libérale, permet d'en toucher une seconde, celle de ce moment d'articulation avec le développement d'un ou plusieurs prismes d'analyse de la race et du racisme. Donc, comme on l'a dit, il faut défendre la société, c'est un cours où Foucault va proposer une généalogie du racisme d'État. Un thème qui a connu assez tardivement le devant de la scène dans l'exégèse de Foucault, et d'ailleurs particulièrement chez les philosophes, avec une première série d'articles qui le consacrent, je paraît qu'en 2000. Mais des textes comme ceux d'Anne-Laura Stoller, que je mentionnais déjà, ont bien montré qu'il n'y avait aucun présentisme, comme ça pouvait être reproché parfois, dans la lecture de Foucault sous le prisme de la race, et qu'au contraire, le racisme était déjà sexuellement sous-jacent dans la pensée foucauldienne du biopouvoir et de l'État. Et un premier indice, comme on l'a déjà dit, je crois, d'un intérêt pour le thème de la race apparaît dans la naissance de la clinique, et intervient encore dans le cours de 74-75, les anormaux, notamment la dernière leçon, où on voit Foucault qui annonce que c'est dans ces conditions comment la psychiatrie peut effectivement, à partir de cette notion de dégénérescence, à partir de ces analyses de l'hérédité, se brancher, ou plutôt donner lieu à un racisme.
Mais à ce moment-là, la perspective reste uniquement celle de l'analyse d'une dimension disciplinaire du pouvoir. Mais donc déjà, le thème se fait jour. L'année suivante, il y a Il faut défendre la société. Et Foucault commence à envisager la race dans son imbrication au problème de la population. Dernier indice, c'est le titre du 6e volume de l'histoire de la sexualité, annoncé donc dans la première édition de la volonté de savoir, donc un projet qui n'a jamais été tenu jusqu'à son terme, qui devait s'intituler Population et race, au pluriel. Mais donc, si on se concentre sur le premier volume et sur les textes qui ont lieu à peu près au même moment, à mon avis, c'est là que le thème de la race est le plus intéressant chez Foucault. En fait, on replace la sexualité non seulement dans sa constitution disciplinaire, mais aussi dans son investissement dans les stratégies régulatrices du libéralisme. On peut la comprendre, comme je l'ai montré, comme un mécanisme de distinction raciale. Et ce qui est particulièrement productif, c'est qu'on voit la sexualité dans le rôle du tracé d'une frontière raciale, dans le corps machine comme dans le corps espèce, par l'individualité bourgeoise, par la population, comme si la sexualité réintroduisait donc cette binarité violente qui est à l'œuvre dans le modèle de la guerre retraité par Samaras. Donc comme si une relecture de Foucault sous le prisme de la race pouvait offrir une première piste pour parer à ce défaut de volatilité du pouvoir qui est parfois regretté. Alors au niveau disciplinaire et anatomo-politique concrètement, Foucault montre une auto-affirmation sexuelle de la bourgeoisie par translation en fait, de cette symbolique du sang, qui est un principe éminemment racial, donc ce principe de légitimation de la noblesse, à une analytique du sexe. La dimension raciale et constitutionnelle de la bourgeoisie se donne un corps, et qui va reposer sur un ensemble de discours et de techniques de maximalisation de la vie, donc un thème positif de la race. Et si l'on suit cette piste, donc le racisme prend une forme très différente de la distinction simplement négative de l'envers du pouvoir, tel qu'on peut le lire dans Il faut défendre la société. C'est un racisme anatomo-politique, positif, d'expansion, auto-centré et non plus hétéro-référencé. C'est un outil qui va totalement à rebours des conceptions du racisme comme idéologie du refus de l'autre. Et donc ça approfondit ce thème de la technologie de pouvoir qui se branche sur le biopouvoir étatisé. Mais plus encore, ça le complète par cette dimension de la culture de soi. Donc ça serait une généalogie qui a poursuivi. Il y a déjà des études intéressantes, je pense à celle de Nicolas Strauss, The Politics of Life Itself, qui fournit déjà des éléments intéressants pour la compréhension de la biologisation récente et contemporaine de la citoyenneté, notamment dans ces discussions de la somatisation de l'éthique. Ensuite, quand on rapproche les textes sur la sexualité des textes sur le libéralisme, l'importance du concept de population, c'est vraiment plus aucun doute. On voit que beaucoup de thèmes se recoupent à partir de cet opérateur-là. Or, la façon dont Foucault rend compte de la population aiguille vers des thèmes qui rappellent la xénophobie économique, qui en fait découlent de cette vraie fausse naturalité de la population dans la pensée libérale. En fait, la population n'est pas posée, premièrement, elle est relative à d'autres éléments du réel dans la pensée libérale, notamment au marché. Et elle n'est naturelle ou donnée, en fait, que dans la mesure où elle fonctionne en harmonie avec ces autres éléments, qu'elle s'imbrique donc dans cette naturalité postulée, voulue de la loi libérale. Donc, naturelle ou donnée que dans la mesure où elle accepte sa gestion, ça vise à éliminer les engrenages du projet en entraînement du réel. Donc, en conséquence, le comportement économique de la population lui-même est naturalisé, soumis à des frontières qui le valident, qui le font entrer dans la réalité. Et cette zone trouble du vrai-faux dans la naturalité de la population, dans la naturalité libérale de la population, c'est l'espace nécessaire à la xénophobie économique, ou encore finalement une forme de contradiction qui fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur est-ce que la gestion libérale à Lampedusa est rationnelle ou irrationnelle ou n'est pas. Pour moi, justement, il y a un espace de contradiction de la philosophie libérale avec elle-même, qui est l'exclusion de certains éléments, donc en l'occurrence de certains individus ou de certaines séries d'individus, en dehors du réel, afin qu'ils ne trouvent pas le bon et naturel déroulement de la réalité. Et donc en fait, ça montre que la gouvernementalité prescrit les contours de la réalité, à laquelle elle se pense simplement comme une réponse. Et on trouve d'ailleurs dans les cours au Collège de France une discussion intéressante de la distinction entre population et peuple chez Abeille, le peuple ne se conformant justement pas à la rationalité économique.
Et à ça, il faut encore ajouter la façon dont Foucault rend compte du déblocage de l'art de gouverner dans sécurité, territoire et population, qui va se faire par la charnière sexuelle, par la famille, comme segment d'intervention vers la population, par où s'opère le rattachement du racisme disciplinaire, anatomo-politique, à la gouvernementalité libérale régulatrice, à la gestion de la population. Dans la mesure où, en fait, on s'aperçoit que la population, par ce segment d'intervention qui est la famille, est racialement constituée par les disciplines, avec ce pouvoir de la norme à prétention naturalisante, qui appuie la prescription de la réalité, notamment dans le comportement économique, dans l'espace familial, avec donc cette rencontre entre une forme disciplinaire et une forme régulatrice. Mais bon, je vais avancer un petit peu plus vite peut-être. Si la lecture de la sexualité comme distinction raciale, donc, avec cette réintroduction d'un binarisme dans le libéralisme, dans la gouvernementalité est possible, dans quelle mesure nous avançons ce problème que j'ai évoqué en introduction en prenant en compte la colonialité? Est-ce que finalement cette lecture de Foucault sous un prisme racial pose un problème supplémentaire qui est celui-ci? Peut-on penser la race? Peut-on avoir recours à la métaphore de la race ou à l'outil de la race dans le contexte de l'Europe occidentale sans penser son implication dans la colonialité? En fait, la race était pensable dans la fonte de l'Empire. Et l'histoire de la race nous montre en fait comme catégorie de classification universelle des individus et des populations, et difficilement séparable de l'histoire du colonialisme et de ses prolongements dans la colonialité, donc c'est un terme forgé par Cyrano. C'est un instrument de domination produit lors de la conquête occidentale de l'Amérique. La notion de race a ensuite été développée comme rouage opératoire de la division mondiale eurocentrée du travail et des échanges. Elle est née et a fait naître la matrice du colonialisme, articulant le capitalisme à un second axe de domination et d'exploitation, la domination raciale. Alors, si la question de la race, comme je le dis, est bel et bien présente chez Foucault, celle de l'Empire, donc, comme je l'ai dit, est par contre absente. Et alors, que fait cette absence impériale à la pensée de la race que je cherche et que j'ai essayé de montrer chez Foucault? Et donc, si on prend au sérieux cette hypothèse que l'affirmation bourgeoise par la sexualité engage une relation aux corps coloniaux, une distinction vis-à-vis de ceux-ci, alors comment faut-il relire le contenu historique cette fois, et non pas simplement l'appareil théorique qu'on séparerait arbitrairement, enfin artificiellement du moins de son contenu historique? Et ici, je vais me concentrer sur deux points critiques dans le contenu historique développé par Foucault. Le premier, c'est celui des 4 ensembles stratégiques identifiés dans la volonté de savoir. Donc l'hystérisation du corps de la femme, la pédagogisation du sexe de l'enfant, la socialisation des conduites procréatrices et la psychiatrisation des plaisirs pervers. Et le deuxième point que j'évoquerai après si j'ai le temps, c'est celui de la division entre scientia sexualis et ars erotica qui est aussi développé dans la volonté de savoir. Donc le premier point de critique sur les 4 unités stratégiques identifiées dans la volonté de savoir. En fait, je pense que leur signification est reconfigurée par la prise en compte de la colonialité. Et peut-être que leur grammaire raciale est même renforcée par cette prise en compte. Et je vais me référer encore une fois à la lecture donc, des travaux de Stoller, sans les interpréter toujours dans une direction qui est explicitement la sienne. Et donc, il me semble que quand on lit donc, ces travaux avec d'autres études empiriques sur les relations raciales en contexte colonial et postcolonial, on s'aperçoit que ce sont principalement ces 4 grandes lignes, ces 4 grands ensembles, qui troublent la dichotomie manichéenne entre colons et colonisés, qui vont troubler en fait la dualité raciale entre les deux, l'homogénéité censée régner de part et d'autre de frontières raciales. Donc en d'autres termes, dans le contexte colonial, notamment celui qui est étudié par Stoller, ces 4 grandes lignes sont des lignes de front de la distinction raciale, en fait des lignes d'instabilité raciale. Et c'est en demeurant finalement du bon côté de la frontière sexuelle, comme je vais essayer de le montrer, qu'on reste ou qu'on est véritablement considéré comme blanc. Donc finalement, la frontière raciale ne préexiste pas à la sexualité qui la trace. Premier exemple, donc celui de la figure de l'adulte pervers, on voit qu'elle est doublée d'un danger racial, puisque les hommes colonisés donc, sont perçus comme des rivaux sexuels par les femmes blanches, comme des tentations attirant leurs hommes blancs vers l'homosexualité indigène. Or, l'homosexualité masculine, donc l'homosexualité féminine est beaucoup plus rarement pensée dans ces études-là,
l'homosexualité masculine menace le prestige racial blanc au point où l'identité homosexuelle et appartenance à la race blanche sont en pratique mutuellement exclusives. Sur la saturation sexuelle du corps des femmes, là encore, il y a diverses observations qu'on trouve chez Stoller, par exemple. Donc, pas de sexualisation dans les représentations des femmes de colons, les très nombreuses accusations de viol portées contre des hommes colonisés qui simplement se trouvaient dans un endroit dans lequel ils n'étaient pas censés se trouver, qui s'approchaient de trop près des femmes blanches. La protection particulière qui est associée à cette menace-là, donc la protection particulière des femmes blanches, qui sont jugées fragiles, qu'il convient de doter de quartiers soigneusement séparés, donc pour préserver le prestige racial des époux qui les entretiennent. Également des observations qu'on trouve ailleurs, par exemple celle d'Edward Said sur la femme orientale, ou encore cette opposition qui a été particulièrement commentée sur le sud états-unien entre la Southern Belle, virginale, vertueuse, pure, pudique, fragile, et la sexualité agressive de la femme noire, esclave, ancienne esclave, descendante d'esclaves. Bref, divers éléments qui permettent de supposer que, en fait, la sexualisation du corps des femmes est bien une ligne de distinction raciale dans les contextes colonisés, mais ne fonctionne pas vraiment comme ce que décrit Foucault, mais plutôt en suivant une logique de sexualisation racialement différenciée. En d'autres termes, c'est le corps racialisé qui est le support de la saturation sexuelle, alors que les femmes blanches sont plutôt représentées et partiellement traitées dans certains contextes coloniaux au moins, comme des parangon de vertu et de fragilité qui seraient situées au-delà du sexe, en comparaison donc, à la saturation sexuelle des femmes colonisées. Et le cas le plus intéressant, j'ai trouvé, c'est celui de l'enfant masturbateur, encore une fois dans l'anthropologie de Stoller, qui montre qu'en fait, aux Indes néerlandaises, ce n'est pas, contrairement donc, à ce que décrit Foucault, le contact masturbatoire avec son propre corps, mais le contact de corps défendu, notamment celui de la nourrice, qui est souvent accusée en fait, de masturber l'enfant pour l'aider à dormir, qui doit aussi ne pas le baigner de sa sueur, ne pas l'imprégner de son odeur, qui est soumis à un régime néerlandais afin que le lait dont elle le nourrit ne mette pas en péril l'identité raciale de l'enfant. Et donc, en fait, par cet exemple qui est traité par cela, il apparaît que l'enfant est toujours au centre de la transgression sexuelle et raciale, mais que c'est plus la peur de la dégénération raciale par la pratique de la masturbation, par l'épuisement de son propre corps, qui provoque l'anxiété. C'est en fait, ce qui compte, c'est que l'enfant ne soit pas sexuellement tenté de changer de camp, c'est-à-dire sexuellement tenté de changer de race. Et en fait, de manière générale, l'objection qu'on peut adresser par ces études empiriques, notamment encore une fois par Stoller, à Foucault, concerne ce trait significatif du néo-racisme bourgeois dans la pensée de Foucault, qui explique donc qu'il fonctionne par auto-affirmation. La bourgeoisie est la première concernée par le dispositif de sexualité. À l'appréciation de Foucault, le prolétariat y aurait longtemps échappé. Il décrit que c'est dans la famille bourgeoise ou aristocratique que fut problématisée d'abord la sexualité des enfants et des adolescents, en elle que fut médicalisée la sexualité féminine, elle qui fut alertée d'abord sur la pathologie possible du sexe, l'urgence de le surveiller et la nécessité d'inventer une technologie rationnelle de correction. En face de cela, les couches populaires ont longtemps échappé au dispositif de sexualité. Et en fait, ce qui est remis en cause par celui-ci, ce n'est pas le caractère auto-affirmatif, auto-référencé du racisme, mais disons que c'est une remarque qui met en lumière une faiblesse généalogique de Foucault quant à la pensée du racisme disciplinaire, puisque, en fait, les études de l'intimité interraciale montrent que Foucault néglige des corps subalternes qui permettent l'affirmation de la bourgeoisie, qui permettent à la bourgeoisie de prendre soin de son propre corps, du corps de ses enfants, d'opérer cette culture du soi par laquelle s'opère l'auto-affirmation raciale. Donc en somme, Foucault oublierait les corps assujettis au service de la distinction bourgeoise et occulterait par là le lieu intime de la distinction raciale. Et donc selon Stoller, cette objection, formée depuis une étude du lieu colonial, serait valable en métropole pour les rapports de classe, dans la mesure où on voit, mais notamment en repensant à certains cours de Foucault lui-même, que les métaphores raciales et impériales se greffent au rapport de classe depuis longtemps.